Après presque 3 mois de grève, affamés, endeuillés, à la demande de la compagnie qui leur promet de faire des efforts et de renvoyer les ouvriers belges, la plupart des charbonniers grévistes décident de retourner à la mine. Au Voreux, Catherine a décidé de redescendre. Et Étienne, qui ne sait plus quoi faire de sa vie et de cet échec, par amour, décide de l'accompagner. Ce qu'il ignore, c'est que son amie Souvarine a saboté le cuvelage du puits pour en finir avec la bête immonde avant de quitter le pays. Alors que tous sont descendus, le cuvelage cède sous la pression et l'eau s'engouffre dans le puits, emportant tout sur son passage. À la fin de la journée, après le décompte, on déplore encore 15 mineurs coincés au fond, dont Catherine, Étienne et Chaval. Ici, la veine Guillaume. Bon, je sais où nous sommes. Oh, nom de Dieu, nous étions dans le bon chemin. Le vieux Mouk avait raison de vouloir sortir par Équillard. Mais maintenant, on peut plus, c'est foutu. Non, pour toi, mon cou, je te porterai. Non, laisse, je ne peux plus. J'aime mieux mourir tout de suite. Ah, on va continuer, tous les deux. Il faut gagner les tailles supérieures. C'est notre seule chance. Écoute, allons tout droit. Nous grimperons par la cheminée. Allez, viens. Étienne l'avait saisi et l'emportait. Il était grand temps. Ils montèrent dans la cheminée, trempés jusqu'aux épaules. Ils purent respirer quelques minutes quand ils eurent rencontré la première voie. Mais l'eau reparut, il fallut se hisser de nouveau. Et durant des heures, cette montée continua. La crue les chassait de voie en voie, les obligeait à s'élever toujours. Quand ils furent à la dernière voie, ils regardèrent anxieusement chaque centimètre que l'eau gagnait. Si elle ne s'arrêtait pas, ils allaient donc mourir, écrasés contre le toit, la gorge emplie par le flot. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Pour le moment, l'eau ne bouge plus. Hein? Notre fuite dure bien depuis 6 heures. Ils vont descendre à notre secours. Oui, allez. En réalité, un jour entier s'était écoulé déjà dans leur montée au travers de la veine Guillaume. L'opinion de Négrel était que pas un des malheureux ne survivait. Les 15 avaient à coup sûr péri, noyés ou asphyxiés. Seulement, dans ces catastrophes des mines, la règle est de toujours supposer vivants les hommes murés au fond. Et il raisonnait en ce sens. À votre avis, où se sont-ils réfugiés? Une idée? Les camarades ont dû monter, de galerie en galerie. Faut chercher dans les bois supérieurs. Alors les tâtonnements commencèrent. L'ingénieur descendu avec 10 ouvriers les faisait taper du fer de leurs outils contre certaines parties de la veine. Et dans un grand silence, chacun collait une oreille à la houille, écoutait si des coups lointains ne répondaient pas. Aucun écho ne venait. On s'entêtait pourtant, on cherchait dans l'énervement d'une anxiété croissante. Depuis le premier jour, la Maheude arrivait le matin à Réquillart. Elle s'asseyait devant le puits, sur une poutre, elle n'en bougeait pas jusqu'au soir. Quand un homme ressortait, elle le questionnait des yeux. Rien? Non, rien. Le plan incliné est dans cette partie de la veine. Il n'est pas loin. Et le plan incliné communique avec celui qui dessert l'accrochage supérieur. C'est une issue. C'est une issue. Viens, on peut passer, je te jure. Pour se rendre au plan incliné, ils durent marcher, ployés en deux, de nouveau mouillés jusqu'aux épaules. Brusquement, ils se cognèrent contre des poutres qui barraient le plan. Par bonheur, une porte s'ouvrait là et ils débouchèrent dans une voie. Devant eux, la lueur d'une lampe les stupéfia. Encore des malins aussi bêtes que moi? Ah, c'est toi, Catherine? Bon, nous allons la danser ensemble. Il affectait de ne pas voir Étienne.
Ce dernier, bouleversé de la rencontre, avait eu un geste pour protéger la herscheuse qui se serrait contre lui. Pourtant, il fallait bien accepter la situation. As-tu regardé au fond? On ne peut donc pas passer par les tailles? Ah, oui, par les tailles. Elles se sont éboulées aussi. Nous sommes entre deux murs, une vraie souricière. Mais tu peux t'en retourner par le plan, si t'es un bon plongeur. Hein? Alors? Tu restes? Bah, c'est ce que tu feras de mieux. Et si tu me fiches la paix? Moi, je te parlerai seulement pas. Il y a encore ici de la place pour deux hommes. Nous verrons bien lequel crèvera le premier. À moins qu'on ne vienne, ce qui me semble difficile. Si nous tapions, on nous entendrait peut-être. J'en suis là de taper. Tiens, essaie toi-même avec cette pierre. Et l'affreuse vie commença. Ni Chaval ni Étienne n'ouvraient la bouche. Les heures s'écoulaient, on entendait le petit murmure de l'eau montant sans cesse. Un bruit émotionna Étienne et Catherine. Chaval se décidait à manger. Eux que la faim torturait, le regardèrent. Tu sais, Catherine, il y en aura la moitié pour toi quand t'auras trop faim. Ouais? Tu refuses? T'as tort. Elle avait baissé les yeux, craignant de céder, l'estomac déchiré d'une telle crampe que des larmes gonflaient ses paupières. Mais elle comprenait ce qu'il demandait. Les regards dont il l'appelait avaient une flamme qu'elle connaissait bien. Mais viens donc, bête. Va, mon enfant. Tiens. La moitié de ma tartine. Catherine mâchait les bouchées péniblement. Chaval les lui faisait payer chacune d'une caresse, dans son entêtement de jaloux qui ne voulait pas mourir sans la ravoir devant l'autre. Oh, laisse. Tu me casses les os. Laisse-la, nom de Dieu. Est-ce que ça te regarde? C'est ma femme, elle est à moi peut-être. Allez, fiche-nous la paix, hein. Fais-nous le plaisir de voir là-bas, si nous y sommes. Si tu ne la lâches pas, je t'étrangle. Ouais, méfie-toi, cette fois je te mange. Étienne à ce moment devint fou. Le besoin de tuer le prit, irrésistible, un besoin physique. Cela monta, éclata en dehors de sa volonté. Il avait empoigné dans le mur une feuille de schiste et il l'arrachait, très large, très lourde. Puis, à deux mains, avec une force décuplée, il l'abattit sur le crâne de Chaval. Oh mon Dieu, il est mort. Tu le regrettes? Oh, tue-moi aussi. Mourons tous les deux. D'une étreinte, elle s'attachait à lui et il l'étreignait également, et ils espérèrent qu'ils allaient mourir. Mais la mort n'avait pas de hâte, ils dénouèrent leurs bras. Il traîna le misérable, il le jeta dans le plan incliné pour l'ôter de l'espace où il fallait vivre encore. Et ils s'épouvantèrent lorsqu'ils l'entendirent plonger au milieu d'un redressement d'écume. C'était la fin. Un grand silence régnait. La mine gorgée d'eau ne bougeait plus. Ils n'avaient maintenant sous eux que la sensation de cette mer, enflant du fond des galeries sa marée muette. On était au 3e jour. Négrel, désespéré, avait résolu de tout abandonner le soir. Elle y est! Elle m'a répondu! Arrivez! Arrivez donc! Il s'était glissé par les échelles et il jurait qu'on avait tapé, là-bas, dans la première voie de la veine Guillaume. Mais nous avons déjà passé 2 fois où vous dites. Enfin, nous allons bien voir.
moi que t'entends. Je remue les jambes. Non, non, pas ça. Là-bas, écoute. Et elle collait son oreille au charbon. Il comprit, il fit comme elle. Une attente de quelques secondes les étouffa. Puis, très lointain, très faible, ils entendirent 3 coups, largement espacés. Tu as la pierre pour battre le rappel? Non, elle est restée sous l'eau. T'as les sabots. Oui. Sors les pieds, tape avec le talon. « 20 fois ils recommencèrent, 20 fois les coups répondirent. Ils pleuraient, ils s'embrassaient au risque de perdre l'équilibre. Enfin, les camarades étaient là, ils arrivaient. Est-ce une chance? J'ai appuyé la tête. T'as une oreille. Moi, j'entendais rien. J'entendais rien. On estimait à 50 mètres le bloc dont l'épaisseur les séparait des camarades. On attaque par ici, ici et ici. Et on creuse des galeries. On travailla jour et nuit. La besogne d'abord marcha très vite. On fit 6 mètres en un jour, presque 7 le lendemain. Seulement le 3e jour, on était tombé à 5, puis le 4e à 3. La houille se serrait, durcissait à un tel point que maintenant on fonçait de 2 mètres avec peine. Je ne sens plus mes jambes. Ils étaient au fond depuis 6 jours. Ils souffraient horriblement de la faim. L'eau arrêtée à leurs genoux ne montait ni ne descendait, et leurs jambes semblaient fondre dans ce bain de glace. Étienne tâtonnait fiévreusement dans l'obscurité lorsque près de lui, ses doigts rencontrèrent une pièce du boisage à moitié pourrie. Il l'émietta avec ses ongles et en donna une poignée à Catherine, qui l'engloutit goulûment. Durant 2 journées, ils vécurent de ce bois vermoulu. Ils le dévorèrent tout entier, désespérés de l'avoir fini. Ensuite, la ceinture de cuir d'Étienne les soulagea un peu. Puis, quand la ceinture fut achevée, ils se mirent à la toile de leurs vêtements, la suçant pendant des heures. Sans doute, ils auraient succombé s'ils n'avaient pas eu de l'eau tant qu'ils en voulaient. Le 7e jour, Catherine se penchait pour boire lorsqu'elle heurta de la main un corps flottant devant elle. Dis donc, regarde. Qu'est-ce que c'est? Qui donc? C'est lui. Tu sais bien. Oh, j'ai senti ses moustaches. C'était le cadavre de Chaval, poussé jusqu'à eux par la crue. Étienne allongea le bras, sentit aussi les moustaches, le nez broyé. Attends, je vais le renvoyer. Nom de Dieu! Va-t'en! Va-t'en! Étienne dut le laisser. Quelques courants le ramenaient. Chaval ne voulait pas partir. Le 9e jour, après des efforts surhumains, l'avancement était de 32 mètres. Pour les prisonniers, c'était la 12e journée qui commençait. Les coups lointains s'affaiblissaient depuis la veille. On tremblait de les entendre s'arrêter. Ce jour-là, à l'heure du déjeuner, Zacharie ne répondit pas lorsqu'on l'appela pour le relais. Il avait obtenu d'être parmi les ouvriers d'élite mis à l'abattage. Et il s'emportait lorsqu'on voulait le relayer. Il était comme fou, il s'acharnait. Sans doute Zacharie, mal éclairé, furieux de cette lueur vacillante qui retardait sa besogne, commit l'imprudence d'ouvrir sa lampe. On avait pourtant donné des ordres sévères, car le gaz séjournait en masse énorme dans ces couloirs privés d'aérage. Brusquement, un coup de foudre éclata, une trombe de feu sortit du boyau. Tout flambait d'un bout à l'autre des galeries. Ce torrent de flammes remonta le puits, jaillit au grand jour en une éruption qui crachait des roches et des débris de charpente. Je suis là. Catherine! Ça recommence. Je sais pas. Écoute, écoute. Le bruit des rivelaines a cessé. Debout, la Maheude attendait.
le corps de Zacharie parut enfin, calciné, méconnaissable. Broyé dans l'explosion, la tête n'existait plus. Et lorsqu'on eut déposé ces restes affreux sur un brancard, la Maheude les suivit d'un pas machinal, les paupières ardentes, sans une larme. Elle s'en allait tragique, les cheveux fouettés par le vent. Elle accompagnait son fils, elle reviendrait attendre sa fille. 3 jours encore s'écoulèrent. On avait repris les travaux de sauvetage au milieu de difficultés inouïes à la suite du coup de grisou. Mais on avançait, 2 mètres à peine les séparaient des camarades. Seulement les bruits avaient cessé. Le rappel ne sonnait plus sa petite cadence claire. On était au 12e jour des travaux, au 15e de la catastrophe, et depuis le matin, un silence de mort s'était fait. Il doit faire bon dehors. Viens, sortons d'ici. Hein? Fait-il chaud? Prends-moi donc. Restons ensemble. Oh, toujours, toujours. Avons-nous été bêtes d'attendre si longtemps? Tout de suite, j'aurais bien voulu de toi. Tu n'as pas compris, tu as boudé. Puis tu te rappelles, chez nous la nuit, quand nous ne dormions pas, le nez en l'air, à nous écouter respirer, avec la grosse envie de nous prendre. Tu m'as battu une fois. Des soufflets sur les 2 joues. C'est que je t'aimais. Vois-tu, je me défendais de songer à toi. Je me disais que c'était bien fini. Et au fond, je savais qu'un jour ou l'autre, nous nous mettrions ensemble. Il ne fallait qu'une occasion. Quelle chance heureuse, n'est-ce pas? Rien n'est jamais fini. Il suffit d'un peu de bonheur pour que tout recommence. Alors tu me gardes. C'est le bon coup cette fois. Oh, mon Dieu, qu'il fait noir. Écoute. As-tu entendu? Non. Rien. Je n'entends rien. Si. L'homme noir, tu sais, ça le reprend sa jalousie. Oh, renvoie-le. Oh, garde-moi tout entière. Et ce fut enfin leur nuit de noces, au fond de cette tombe, sur ce lit debout. Le besoin de ne pas mourir avant d'avoir eu leur bonheur, l'obstiné besoin de vivre, de faire de la vie une dernière fois. Ils s'aimèrent dans le désespoir de tout, dans la mort. Ensuite, il n'y eut plus rien. Étienne était assis par terre et il avait Catherine sur les genoux, couchée, immobile. Des heures s'écoulèrent. Il crut longtemps qu'elle dormait, puis il la toucha, elle était très froide, elle était morte. Pourtant, il ne remuait pas, de peur de la réveiller. Il s'affaiblissait. Tout s'anéantissait, la nuit elle-même avait sombré. Il n'était nulle part, hors de l'espace, hors du temps. Quelque chose tapait bien à côté de sa tête, des coups dont la violence se rapprochait, mais à présent il ne savait plus. Il rêvait seulement qu'elle marchait devant lui et qu'il entendait le léger claquement de ses sabots. Les voilà, ils sont 2, venez. Il y en a un qui est vivant. Au jour, la Maheude, abattue près de Catherine morte, jeta un cri, puis un autre, de grandes plaintes très longues, incessantes. Plusieurs cadavres étaient déjà remontés. Chaval, que l'on crut assommé sous un éboulement, un galibot et 2 haveurs également fracassés, le crâne vide de cervelle, le ventre gonflé d'eau. Lorsqu'on le sortit enfin, après l'avoir habitué aux lampes et nourri un peu, Étienne apparut décharné, les cheveux tout blancs. Et on s'écartait, on frémissait devant ce vieillard.
La Maheude s'arrêta de crier pour le regarder stupidement de ses grands yeux fixes. Il était 4 heures du matin. Étienne, à longues enjambées, suivait le chemin de Vandame. Il venait de passer 6 semaines à l'hôpital. Jaune encore et très maigre, il s'était senti la force de partir et il partait. Déjà, une lettre de Pluchart où se trouvait l'argent du voyage l'appelait à Paris. C'était son ancien rêve réalisé. Une seule envie lui restait, dire adieu aux camarades avant d'aller prendre le train de 8 heures à Marchiennes. Il n'avait revu personne, mais il savait que tout le coron des 240 descendait à Jean-Bart maintenant. La compagnie avait racheté la fosse à Deneulin et elle abusait de son triomphe. Après 2 mois et demi de grève, lorsqu'ils étaient retournés aux fosses, les charbonniers avaient dû accepter le tarif de boisage. Le travail recommençait, à Miroux, à Madeleine, à Crèvecoeur, à la Victoire. Partout, dans la brume du matin, le troupeau piétinait. Et dans ce retour en masse, dans ces ombres muettes, on sentait les dents serrées de colère, le cœur gonflé de haine. Lorsqu'Étienne arriva à Jean-Bart, la descente commençait et la Maheude arrivait de la baraque. C'était par une exception charitable que la compagnie avait bien voulu la laisser redescendre à son âge. On l'employait à la manœuvre d'un ventilateur. Pendant 10 heures, elle tournait sa roue, au fond d'un boyau ardent, la chair cuite par 40 degrés de chaleur. Elle gagnait 30 sous. Hein? Ça t'étonne de me voir, hein? C'est bien vrai que je menaçais d'étrangler le premier des miens qui redescendrait. Et voilà que je redescends. Je devrais m'étrangler moi-même, n'est-ce pas? Ah, va, ce serait déjà fait s'il n'y avait pas le vieux et les petits à la maison. Jeanlin travaille? Oui, ces messieurs lui ont trouvé de la besogne au jour. Il gagne 20 sous. Oh, je ne me plains pas. Les 20 sous du gamin et mes 30 sous à moi, ça fait 50 sous. Si nous n'étions pas 6, on aurait de quoi manger. Estelle dévore maintenant. Et le pire, c'est qu'il faudra attendre 4 ou 5 ans avant que Léonore et Henri soient en âge de venir à la fosse. Eux aussi. Que veux-tu? Eux après les autres? Tous y ont laissé la peau. C'est leur tour. Alors tu pars? Ouais. Ce matin. Tu as raison. Vaut mieux être ailleurs quand on le peut. Et ça me fait plaisir de t'avoir vu. Parce que tu sauras au moins que je n'ai rien sur le cœur contre toi. On réfléchit, n'est-ce pas? On s'aperçoit qu'au bout du compte, ce n'est la faute de personne. Non, non. Ce n'est pas ta faute. C'est la faute de tout le monde. Eh bien, si tu pars, il faut prendre chez nous tes affaires. Il y a encore 2 chemises, 3 mouchoirs, une vieille culotte. Non, non. Ça n'en vaut pas la peine. Ça sera pour les enfants. Et écoute donc, t'ai-je raconté? Philomène est partie. Comment partie? Ouais, partie avec un mineur du Pas-de-Calais. On a-t-on dit sur mon compte? Tu te souviens? On disait que je couchais avec toi. Mon Dieu. Après la mort de mon homme, ça aurait très bien pu arriver si j'avais été plus jeune. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, j'aime mieux que ça ne se soit pas fait. Car nous en aurions du regret, pour sûr. Ouais. Nous en aurions du regret. Alors elle lui serra la main. Très ému, il la regardait toujours, si ravagée et finie. Et dans cette poignée de main, il retrouvait celle des camarades, une étreinte longue, muette, qui lui donnait rendez-vous pour le jour où l'on recommencerait. Il comprit parfaitement. Elle avait au fond des yeux sa croyance tranquille. À bientôt. Et cette fois, ce serait le grand coup. Alors Étienne quitta la fosse. Le soleil paraissait à l'horizon glorieux, c'était un réveil d'allégresse dans la campagne entière. Étienne eut une sensation de plein air, de ciel libre, et il respira largement. Cette chaleur de vie gagnait, s'étendait en un frisson de jeunesse. Et pénétré de cet espoir, Étienne songeait à lui. Il se sentait fort, mûri par sa dure expérience au fond de la mine. Son éducation était finie, il s'en allait armé en soldat raisonneur de la Révolution. La joie de rejoindre Pluchart,
d'être comme Pluchart, un chef écouté, lui soufflait des discours dont il arrangeait les phrases. Déjà, il se voyait à la tribune, triomphant avec le peuple, si le peuple ne le dévorait pas. Au loin, dans le soleil clair, Étienne apercevait les beffrois de plusieurs fosses. Le travail grondait partout. Sous la terre, il lui semblait entendre des coups sourds, réguliers. C'étaient les camarades qui tapaient, dans leur rage silencieuse. Un coup, et un coup encore, et des coups toujours, sous les champs, les routes, les villages. Mais Étienne, s'il voulait ne pas manquer le train de 8 heures, devait se hâter car il avait encore 6 kilomètres à faire. Et sous ses pieds, les coups profonds, les coups obstinés des rivelaines continuaient. Les camarades étaient tous là, il les entendait le suivre à chaque enjambée. Maintenant, en plein ciel, le ciel d'avril rayonnait dans sa gloire, échauffant la terre qui enfantait. Du flanc nourricier jaillissait la vie. De toutes parts, des graines se gonflaient, s'allongeaient, gerçaient la plaine. Un débordement de sève coulait avec des voix chuchotantes. Le bruit des germes s'épandait en un grand baiser. Encore, encore de plus en plus distinctement, comme s'ils se fussent rapprochés du sol, les camarades tapaient. Par cette matinée de jeunesse, c'était de cette rumeur que la campagne était grosse. Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur, et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre.